Bonjour à tous. Alors l'émission politique du 30 novembre là, sur France 2, elle a été tellement pour moi surréaliste, avec une telle volonté déclarée vraiment de descendre Jean-Luc Mélenchon, que j'ai pas été capable d'en faire une analyse objective juste après l'avoir vu en direct. Ça, c'était pas possible parce que j'avais des émotions qui passaient au-dessus de la possibilité d'analyser. Je suis passée par l'indignation, l'empathie avec Jean-Luc Mélenchon en me disant le pauvre, dans quelle galère il s'est mis, et finalement la colère, quoi. Donc maintenant ça m'a un peu passé. Donc j'ai regardé une nouvelle fois l'émission. Je vous donnerai le lien pour la voir sur la chaîne YouTube de Jean-Luc Mélenchon. C'est mieux de la regarder là qu'ailleurs. Et là j'ai eu un peu plus de recul finalement et un peu moins d'affect. Et quand même, ma première impression a été que Mélenchon, finalement, n'a peut-être pas été aussi affecté que moi je le pensais à première vue. C'est-à-dire que je lui prêtais peut-être l'affectation que moi j'aurais eue à sa place. Parce que, bon, c'est pas la première fois qu'il va dans ce genre d'émission. Il s'était préparé au pire, bien sûr, pire il y a eu. D'ailleurs, si vous vous rappelez bien, quand il arrive sur le plateau, qu'il s'assoit, Léa Salamé lui dit merci d'avoir accepté notre invitation. Et lui, il répond j'ai du mérite. Hein. Voilà, donc ça veut dire qu'il savait très bien à quoi s'en tenir, il savait que ce serait très très difficile. Pour ma part, en fait, j'ai ressenti cette émission comme un combat entre un homme tout seul et toute une suite d'adversaires. Adversaires, non, c'était pas des adversaires, c'était carrément des ennemis. Ça se voyait, c'était des gens qui le haïssaient, en fait, ou qui haïssaient la France insoumise et ce qu'elle représente. C'était évident. Tous les intervenants étaient des ennemis, y compris les agriculteurs, je vous expliquerai pourquoi, et aussi la chef d'entreprise, soi-disant neutre. Moi, je trouve qu'ils auraient dû appeler ça, pas les 12, parce qu'il n'y en avait pas 12, mais les travaux de Mélenchon. Parce qu'en fait, on lui a imposé comme une épreuve à chaque fois, comme un travail à chaque fois, contre un intervenant où, à mon avis, France 2 pensait qu'il était impossible de sortir vainqueur, parce que c'était à chaque fois piégé, en fait. Le premier qui entre sur le ring, je dirais, c'était l'anglais. Alors lui, il était sûr de son affaire. Il arrive, sourire aux lèvres, très, très moqueur. Il a eu une attitude moqueuse quasiment tout le temps. Alors lui, il va parler du contre-budget, et puis accessoirement de l'immigration. Il s'est dit, si j'ai le temps, il a eu le temps, il l'a fait. Alors il présente le contre-budget essentiellement pour que les gens pensent que ce ne sont que des impôts. Il dit, c'est 4 fois les impôts de François Hollande. Bon, d'abord, ça n'est absolument pas comparable avec ce qu'a fait François Hollande. Et l'important, quand même, dans le programme de la France Insoumise, c'est pas la taille globale des impôts, c'est de savoir qui c'est qui les paye. Bon, je ne vais pas épiloguer là-dessus. Quant à l'histoire de la petite voiture de luxe, je ne crois pas que ça a intéressé grand monde. Parce que, à mon avis, le téléspectateur lambda, moi, tous les gens que je connais, ils essaient de trouver des voitures d'occasion à 5000, voire moins, 5000 euros. S'ils l'achètent neuve, eh ben, ils prennent une à 12-13 000 euros, ils l'achètent en France. Hein. Ils ne vont pas dépenser je ne sais combien d'argent pour aller l'acheter en Belgique ou ailleurs. Donc, son truc, euh, pour essayer de faire croire que la TVA sur le luxe, c'était pas bien, bah, je crois que c'est un peu tombé à l'eau, quoi. Ça a fait un petit flop. Alors Léa Salamé qui dit mais si ça existe les gens qui vont acheter leur voiture à l'étranger, si ça existe. Bah oui, hein, on peut croire que tout existe finalement, même une journaliste comme elle qui est entièrement au service du pouvoir, ça existe aussi. Alors après on arrive aux agriculteurs. Alors moi qui suis de la campagne, ça m'a interpellé un petit peu. Donc c'est le sujet que je vais le plus développer parce que dans tous les commentaires que j'ai vus un peu partout, c'est le sujet qui a été le moins critiqué en fait. Donc bah, c'est moi qui vais le faire. Je parlerai un peu moins des autres sujets parce que je ne voudrais pas que cette vidéo soit trop longue et parce qu'on a vu beaucoup de choses un peu partout déjà. Alors les agriculteurs. Le jeune agriculteur que devait rencontrer Jean-Luc Mélenchon s'appelle Laurent Foirien. Il a une exploitation céréalière et en plus, lui, il a une pension pour chevaux. Ça coûte assez cher, les pensions pour chevaux, euh, pour celui qui met son cheval dans la pension. Donc ce monsieur, c'est pas un pauvre, déjà. Hein, on peut déjà savoir ça, c'est que ces agriculteurs-là, ce ne sont pas les petits agriculteurs. Alors les organisateurs de la rencontre, ils ont dû penser qu'un seul
Agriculteurs, bah, ça ferait peut-être pas le poids face à Mélenchon. Alors ils en ont collé au total 5. Alors 5 jeunes agriculteurs, mais ils n'ont pas expliqué ce que c'était que ces jeunes agriculteurs. Ça ne veut pas dire que ce sont des agriculteurs jeunes, ils étaient aussi des agriculteurs jeunes, mais les jeunes agriculteurs, c'est un syndicat. Il est proche de la FNSEA dans ses idées, qui a été formé par les agriculteurs catholiques il y a quelque temps. Donc ce sont des agriculteurs qui sont tout à fait pour une agriculture libérale, le plus libérale possible. C'est-à-dire qu'ils sont pour l'agriculture intensive, ils sont pour les fermes des 1000 vaches, etc. Quand vous entendez les discours de Marine Le Pen qui s'adressent aux agriculteurs, c'est à eux qu'elle s'adresse, à ceux du syndicat Jeunes Agriculteurs et à ceux de la FNSEA. Elle s'occupe très très peu des autres agriculteurs qui sont moins puissants et moins nombreux. Quand on vous parle du lobby de l'agriculture, c'est eux, c'est la FNSEA et les jeunes agriculteurs. Voilà, ça il faut le savoir, et bien sûr à la télé, on ne vous l'a pas dit. Nous on les connaît bien, ces jeunes agriculteurs, parce que quand on manifeste contre la ferme des 1000 veaux, c'est eux qu'on a en face de nous. Quand on a manifesté contre les violences dans les abattoirs, ils étaient aussi en face de nous. Ils vont vous dire en même temps, on aime nos animaux, et on s'en fout pas mal de la façon dont ils sont tués dans les abattoirs, puisque pour eux, il faut des abattoirs, ils ne s'occupent pas de savoir le pourquoi du comment, dès l'instant que leurs animaux leur rapportent, c'est bon. Alors là, ce ne sont pas des éleveurs, ce sont des céréaliers, mais bon, le principe est le même. Dès l'instant qu'ils gagnent de l'argent, le reste, ils s'en foutent. Vous en avez entendu un dire que il n'avait pas lu que 100% des urines contiennent du glyphosate, il ne l'a pas lu. Bon, moi, si j'étais dans ce métier-là, je lirais tout ce qui se rapporte à ce que j'utilise, en sachant quand même, ils le savent bien que c'est poison, hein, on ne leur apprend pas, je suppose. Alors ça, c'est pour les situer. Maintenant, on va regarder ce qu'ils ont dit, ce qu'ils ont fait. Alors, d'ailleurs, c'est une idée de la rédaction, parce que c'est le journaliste. Le journaliste, à un moment, il demande à l'agriculteur de dire « Mais qu'est-ce que vous voulez dire à monsieur Mélenchon par rapport au glyphosate ?» Donc, c'est même pas peut-être une idée de l'agriculteur lui-même au départ. Ils ont dû en discuter et ils ont dû conclure « On va dire ça ». Alors, il nous montre 30 litres de fioul, dont il dit que c'est de ça qu'il se servirait. S'il n'y avait pas le Roundup, donc du glyphosate, il utiliserait 30 litres de fioul pour désherber la valeur d'un terrain de football. Bon, on va regarder ça d'un peu plus près. Un terrain de football, c'est environ 1 hectare. Je crois que c'est un tout petit peu plus ou un tout petit peu moins, mais bon, disons 1 hectare pour simplifier. J'ai regardé, les exploitations céréalières de ce département sont en moyenne de 94 hectares. Bon, on va simplifier en disant 100 hectares. 100 hectares multiplié par 30 litres de fioul, ça fait 3000 litres de fioul pour désherber un terrain de 100 hectares. Donc, à l'heure actuelle, ça lui coûterait environ 4000 euros. 4000 euros pour désherber. Ça me paraît quand même un peu cher. Donc, il ne le ferait pas. Il nous dit aussi qu'il serait obligé de labourer et il nous montre une charrue. Donc Mélenchon a tout à fait raison. Cette charrue-là, ce n'est pas du tout la charrue qu'avait le grand-père de ce jeune agriculteur. Elles n'étaient pas faites comme ça. Je vous montre les photos. Là, on a une charrue moderne et il y a quand même une évidence que si cette charrue qui coûte une fortune, ce n'est pas des choses qui valent rien, elle est dans son hangar, c'est qu'il s'en sert. Voilà pour les agriculteurs. Donc Jean-Luc Mélenchon, il a bien fait de ne pas rentrer dans leur jeu. On a vu qu'il est resté sur la réserve, il a vu qu'ils étaient 5, il a vu que de toute façon il n'arriverait à rien, donc il n'a pas vraiment insisté, il leur a dit ce qu'il avait à dire, il s'est arrêté là, et je trouve qu'il a bien fait. C'est limité à dire que le glyphosate, ça faisait des malformations chez les enfants, et que toutes les urines humaines en contiennent. Ce qui n'est pas le cas de ce que les autres ont cité avant. Le tabac, on n'est pas obligé de fumer, l'eau de javel, on n'est pas obligé de s'en servir. Ils ont cité 4 ou 5 choses en disant « Ah ben oui, mais c'est pareil, c'est cancérigène. » Oui, peut-être. Mais les 5 choses qu'ils ont citées, personne n'est obligé de les utiliser. Le glyphosate, que vous l'utilisiez vous-même ou pas, vous en subissez les conséquences. Donc ça fait quand même une petite différence. Voilà ce que je voulais dire par rapport à ces agriculteurs qui n'aiment pas être appelés paysans. Contrairement à d'autres paysans qui, eux, ont un syndicat qui s'appelle la Confédération Paysanne. Je vous incite à aller voir leur site, parce qu'ils ont une approche beaucoup plus
Ils ont une approche beaucoup plus écologiste. Et ça aurait été très honnête, parmi ces 5, qu'il y en ait au moins un qui soit de la Confédération paysanne. Alors il est quand même à remarquer que le service public défend l'utilisation d'un poison, et ce à un niveau encore même plus élevé que le gouvernement lui-même. Puisque le gouvernement n'est pas d'accord pour continuer à utiliser le glyphosate. Ils font des concessions, mais ils ne sont quand même pas tout à fait d'accord. France 2, il nous montre des agriculteurs qui, eux, ne veulent même pas s'en séparer du glyphosate. Ils n'ont même pas parlé une seconde. Si on nous donnait autre chose à la place, on fera attention, on essayerait. Non, 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 pas du tout. Ils ont dit, nous, le glyphosate, on en a besoin. Voilà. Donc c'est France 2 qui fait parler des gens comme ça en leur donnant raison, finalement. Voilà. Tout ça pour piéger un homme politique qui n'est pas de cet avis. Ils vont jusque-là, jusqu'à faire la promotion d'un poison. Moi, je le vois comme ça. Bon, je vais continuer plus rapidement sur les autres intervenants parce que, bon, tout le monde en a parlé des autres. On voit Philippe Val qui arrive, crispé, froid, il est même glacial, je l'ai trouvé glacial, et il commence par la phrase « Je ne suis pas là pour vous piéger ». Quand on commence comme ça, en général, c'est que, bien entendu, on est là pour piéger, et c'est ce qu'il a essayé de faire. Bon, la laïcité, le cas Daniel Obono, et après, bon, il termine en étant vraiment odieux quand il intime l'ordre à Mélenchon quasiment de déclarer que les Français se sont bien conduits, enfin c'est du n'importe quoi. Il continue sur les violences faites plus particulièrement aux Juifs qu'à d'autres. Il aurait pu citer les violences faites aux homosexuels, les violences faites aux femmes. Non, il a cité les Juifs parce que quelquefois, il est considéré que Jean-Luc Mélenchon et la France Insoumise ne sont pas assez éloquents par rapport au sujet de l'antisémitisme. Ce qui est complètement faux parce que, comme l'a dit Jean-Luc Mélenchon, si on attaque une personne parce qu'elle est ci ou ça, on le condamne systématiquement. Alors comme quand il essaie de faire ça, Mélenchon se défend bien, il se met carrément en colère, il l'affronte vraiment. Val, il a du mal à avaler les réponses parce que là, il ne sait plus quoi dire. Il a sa mâchoire qui se crispe encore plus et il baisse les yeux. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais pendant tout le temps que Val va parler à Jean-Luc Mélenchon, il ne le regarde jamais vraiment en face. Soit il baisse les yeux parce qu'il lit, il a été incapable de dire autre chose que ce qu'il avait décrit sur ses papiers. Et quand il regardait Jean-Luc Mélenchon, il plissait les yeux. Jamais il l'a vraiment regardé en face. Enfin, ça prouve qu'il n'est pas à l'aise avec ce qu'il dit lui-même, quoi. Voilà, moi je le vois comme ça. Alors là, on arrive au clou de la soirée. On met 2 ingénus dans les pattes du grand méchant Mélenchon qui veut d'une part empêcher les jeunes entrepreneuses d'embaucher en rond, et puis d'autre part, le grand méchant Mélenchon ne veut pas admettre que le Venezuela est une dictature. Voilà, il n'a pas échappé à ça. Je pense que ce n'est pas innocent qu'ils aient choisi 2 jeunes femmes. Plutôt jolies, hein, qu'on les aime ou pas, c'était quand même de jolies femmes. Et la chef d'entreprise était très jeune, du moins elle paraissait très jeune. Je ne sais pas quel âge elle a, mais elle paraissait toute frêle, toute fragile. Et c'est pas innocent parce que le public risque d'aller vers elle, de se positionner face à Mélenchon qui est impressionnant, de se positionner pour les petites filles fragiles. En fait, elles ne sont pas fragiles du tout, elles étaient très froides, très hautaines, mais moi je ne les ai pas trouvées fragiles du tout. Pauline Léniaud, vous pouvez voir ça partout, c'est facile à trouver. Elle n'est pas une créatrice d'entreprise. Moi, j'appelle pas vraiment ça une chef d'entreprise. C'est vrai que ça l'est, mais dans l'imaginaire qu'on a quand on entend nous chef d'entreprise, on pense à la petite entreprise locale qui a quelques employés, dont le chef est le créateur de l'entreprise. C'est à ça qu'on pense. Là, c'est pas le cas. Elle a été nommée comme PDG de Gemio. Elle n'en est pas la première PDG, il y en a eu avant elle, donc elle n'a rien créé en fait. Et c'est quand même une entreprise qui dispose d'un capital de 774 000 € et des poussières, et elle est ouvertement positionnée comme macroniste depuis longtemps, c'est pas nouveau. On trouve plein d'articles sur elle, donc c'est pas une inconnue qu'ils sont allés chercher dans la rue d'à côté, qui tient un petit magasin dans la rue d'à côté. Voilà, donc vous pouvez aller vérifier toutes ces informations. Et à un moment, elle ose dire quand même « je ne suis pas politisée ». Elle ose le dire. Voilà, elle a quand même osé.
Alors son argument par rapport au prud'homme, moi je sais pas, j'ai discuté avec pas mal de gens dans ma vie, des gens qui créent des entreprises. J'ai créé ma propre entreprise et j'avais embauché une personne à un moment, mais la question d'un entrepreneur qui embauche, jamais, jamais de ma vie, j'en ai entendu un ou une qui me disait j'ai peur des prud'hommes si j'embauche. Ben non, la peur qu'on a quand on a une entreprise et qu'on embauche, c'est de ne pas faire assez d'argent pour pas pouvoir payer cet employé et puis payer les charges qui vont avec. C'est ça qu'on se pose comme vraie question. Donc là, son histoire de prud'homme, c'était pas très convaincant non plus, parce que franchement, c'est pas, peut-être qu'on y pense, peut-être qu'il y en a qui y pensent. Mais enfin, c'est pas la première question qu'on se pose quand on crée une entreprise, hein. Franchement, non. La deuxième fausse ingénue qu'ils ont mis dans les pattes de Jean-Luc Mélenchon, que j'ai trouvée encore plus hautaine que la première, elle a été chargée de venir décrire la vie au Venezuela. Bon, elle n'a pas dit depuis combien de temps elle n'y était pas allée, elle n'a pas dit combien de temps elle y a vécu. Tout ce qui est sûr, c'est qu'elle n'y est pas née. Elle est née à Paris. C'est facile à vérifier. Bon, elle y a probablement fait quelques séjours, mais on n'a pas d'idée sur ce qu'elle a vraiment fait comme séjour. Alors bien sûr, elle nous a décrit une situation cauchemardesque, et son but, c'était pas tellement de décrire la situation, c'était de dire Maduro est responsable, les États-Unis ne le sont pas. Voilà, il voulait faire dire à Mélenchon qu'il avait tort de toujours taper sur les États-Unis. Ce qu'il n'a pas fait, il a confirmé ce qu'il disait et il a bien fait. Alors cette personne, qui est la fille de Régis Debray, a totalement coupé les ponts avec ses parents et elle est banquière. Donc ce n'est pas une pauvre encore. Alors est-ce qu'elle connaît vraiment la situation au Venezuela? Moi, je ne sais pas. J'ai une sœur qui vit aux États-Unis. Je suis certaine qu'elle est bien incapable de décrire la situation en France. Elle a écouté ce qu'on lui a dit, mais selon si elle m'écoute moi, qui suis France Insoumise, ou si elle écoute sa meilleure amie, qui est du côté Les Républicains, elle ne va pas en retirer la même vision des choses. Donc elle n'aura pas l'expérience par elle-même de la vie là-bas. Alors j'espère que vous avez remarqué l'expression de Jean-Luc Mélenchon au tout début de l'émission, quand Léa Salamé a annoncé la suite des intervenants et qu'elle a nommé cette Vénézuélienne en disant « elle est originaire du Venezuela ». Je vous laisse regarder. En fait, cette entrevue s'est terminée par une gifle virtuelle de Mélenchon à cette femme. Il lui a tourné le dos. Une première fois, il a été repris par Léa Salamé, et puis finalement, il lui a vraiment tourné le dos définitivement, et il ne s'est pas retourné de l'autre côté. Et je pense qu'il a bien fait, parce que là, c'était un peu gros, quoi. Puis il y en a marre du Venezuela, tout le monde le dit, les gens, ils s'en foutent du Venezuela. Non, mais je ne parle pas des États-Unis, les Américains n'ont rien au Venezuela. Un mot de conclusion. Et si vous voulez savoir plus de choses sur le Venezuela par une personne qui y va régulièrement, qui observe et puis qui essaie d'être impartial, je vous invite à écouter les interviews de Maurice Lemoine, lui, qui est intéressant à écouter et qui explique les choses un petit peu autrement que par ces œillères qu'avait cette femme. Ce fut le tour du petit toutou hargneux de Macron d'entrer dans l'arène. Le petit toutou hargneux, c'est Castaner, bien sûr. Son intervention, elle est très vite résumée. Il a lu le plus vite possible ses fiches, il lisait. Il lisait, il avait des questions, il ne s'arrêtait pas. Il a fait 3-4 questions à la suite sans laisser le temps de répondre. Alors Mélenchon, il était là, il écoutait, il attendait que ça se passe. Et l'autre, il débitait. Il commençait par faire ses propres réponses. Il disait je suis comme ci, je suis comme ça. Mélenchon, vous êtes comme ci, vous êtes comme ça. Bon, il faisait son débat tout seul. En fait, Jean-Luc Mélenchon a pu dire quelques mots, mais pas tellement, parce que chaque fois qu'il a pris la parole, Castaner parlait par-dessus, Monsieur Mélenchon, il disait des choses qui n'avaient aucun sens, mais qui empêchaient qu'on écoute ce que disait Mélenchon. Il est à remarquer à ce moment-là que Léa Salamé, jamais elle n'a interrompu Castaner au moment où il avait fini une question pour lui dire « Attendez qu'on réponde à votre question », et jamais non plus elle l'a fait taire quand il parlait par-dessus Jean-Luc Mélenchon. Voilà. Donc ça a été ni un duel ni un débat, parce que Castaner a parlé quasiment tout seul. Et le pire, c'est qu'à la fin, il ose dire qu'il est déçu de ne pas avoir eu de réponse. Ça, c'était quand même, fallait le sortir, fallait le faire.
Alors la petite cerise sur le gâteau, c'est Nathalie Saint-Cric, qui est responsable du service politique de France 2. Donc elle était responsable de la vidéo truquée qui a été montrée sur la chaîne publique, hein, sur France 2, et qui a été prise lors du discours de Jean-Luc Mélenchon à la Convention. Si vous remarquez bien, Nathalie Saint-Cric ne s'est pas excusée elle-même. Quand Jean-Luc Mélenchon lui a posé des questions à ce sujet, elle a fait quelques petits gestes, mais elle n'a pas répondu. Et Léa Salamé, tout de suite, très très vite, elle a répété, mais ils se sont excusés, la chaîne s'est excusée, enfin bon. Donc Nathalie Saint-Cric, responsable, a même pas eu la politesse de dire quelque chose. Elle n'a rien dit. Et après, qu'est-ce qu'elle a fait? En bonne journaliste politique qu'elle est, elle n'a absolument pas parlé de politique, de la ligne politique de la France Insoumise ou des idées politiques de Jean-Luc Mélenchon. Non, elle a parlé de son ton qui passait de la courtoisie et après qui revenait vers le bruit et la fureur qu'elle incarnait avant. Tu parles face aux deux filles entrepreneurs et puis vénézuéliennes, il y avait de quoi s'énerver, hein, même beaucoup plus qu'il s'énervait lui. C'est tout ce qu'ils réussissent à faire une émission où on ne parle de rien. Plusieurs fois, Léa Salamé a assumé leurs choix éditoriaux. Pour le Venezuela, elle l'a répété 2-3 fois, c'est notre choix éditorial. Voilà. Donc ils assument. En plus, ils assument. Donc ils invitent 2 macronistes avérés, en les présentant comme des simples kidams non politisés, ce qui est mensonger, et puis c'est traître aussi, parce que Jean-Luc Mélenchon arrive devant des personnes. Il s'est rappelé quand même que la vénézuélienne, elle avait écrit un mauvais article sur lui, tandis que l'autre, il la connaissait apparemment pas. Donc c'est mensonger, c'est traître, c'est bas, quoi. J'ai appris juste il y a un petit moment que Thomas Guénolé a porté plainte à ce sujet, au sujet de ces 2 femmes, contre France 2 au CSA. Donc c'est une affaire à suivre. Alors voilà, on n'a absolument rien eu sur le programme même de la France Insoumise, sur l'avenir en commun, juste une présentation très malhonnête du contre-budget, rien sur la vie actuelle des Français, sur le chômage, sur les nouvelles lois, sur ce que ça a impacté. Ils ne nous ont pas présenté un ouvrier, par exemple, qui aurait expliqué que maintenant il avait peur de perdre son travail. Non, ils nous ont présenté une chef d'entreprise très à l'aise, qui vient nous dire qu'elle a peur des prud'hommes. Bon, si on veut, c'est bien. Bon, en fait, le bilan, 46% des téléspectateurs ont trouvé Mélenchon convaincant. Ben, moi, je trouve que c'est très bien. C'est un très bon score, déjà compte tenu du contexte, où il n'a pas toujours pu dire ce qu'il voulait. Il s'est retrouvé enfermé plus comme un accusé face à des témoins qui étaient tous à charge, mais vraiment à charge, et puis tous choisis pour la haine qu'ils ont soit de Mélenchon lui-même, soit de la vision de la société qu'il représente. Voilà, donc 46%, moi je trouve que c'était un très bon score. Alors je vais terminer cette longue vidéo, j'espère qu'elle ne vous a pas paru trop longue. Je vais terminer par un commentaire que j'ai vu, qu'on m'a montré, je ne l'ai pas vu directement, on me l'a retransmis. Une dame sur internet qui s'appelle Christine et qui a écrit, donc je lis, « Ce matin, je dois dire bravo à Léa Salamé, elle a réussi où j'échouais depuis des mois, malgré des heures de discussion, rendre mon mari insoumis. Pourtant, ce n'était pas gagné, mais là, comme il dit, son mari, on ne peut qu'être du côté de l'homme qui se fait attaquer par une telle harpie. » Et ce n'est pas le seul commentaire que j'ai pu lire qui allait dans ce sens. C'est-à-dire qu'à force d'être aussi hargneux, aussi mauvais envers Mélenchon quand il passe à la télé, et ben finalement, ça amène des gens à venir de notre côté. Parce que les gens, ils ne sont pas si fous que ça. Si on l'attaque tant que ça, c'est qu'il fait peur d'une manière ou d'une autre. Donc, ils ont peur qu'il réussisse. Et là, eux, ça foutrait par terre leur petit confort et leurs petits privilèges. Voilà. Donc, j'espère que je ne vous ai pas trop ennuyé. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Si vous l'avez fait jusqu'à la fin, encore plus merci. Et je vous dis à bientôt. Bonne journée sous la neige. Au revoir.